Bon, l'histoire que je veux vous raconter, j'ai mis balade dans le titre parce que je ne suis pas un grand marcheur, mais c'est sympa les balades. Et puis c'est une histoire qui a débuté avec Newton. Je ne suis pas historien, c'est compliqué de savoir quand est-ce que les gens ont inventé des choses, etc. Mais vous avez tous entendu parler de la méthode de Newton, ça je suis sûr. Puis en fait, elle n'est pas vraiment due à Newton, mais elle arrive quand même dans une lettre de juin 1676. J'ai pas lu la lettre en entier parce que pour lire la lettre sérieusement, il faut lire du latin. Mais il faut quand même aller regarder le latin parce que l'édition que j'ai n'a pas tout dans le texte. Mais donc, il est question de plein de choses dans cette lettre. Et c'est pas mon téléphone. Il est question de plein de choses dans cette lettre, et essentiellement pour une très longue partie du mouvement des planètes et de calculer la période d'une planète en fonction de l'excentricité, des choses comme ça. Il est question du développement en série de 1 plus x puissance alpha, si alpha est fractionnaire, etc. Et à un moment, Newton dit qu'il a besoin de résoudre des équations et que, toutes bien qu'elles sont, les méthodes... Je vais vous trouver le passage. Voilà, il y a des exemples, il y a le petit e. Voilà. Il dit là l'extraction des... Je ne sais même pas comment on traduit cette expression en français, l'extraction des racines affectées des équations qui ont plusieurs termes littéraux, c'est-à-dire des équations polynomiales en gros. Et puis, je pense que c'est affecté parce que chez lui, il y a un paramètre x et puis c'est une équation de y qui va dépendre de x. C'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Et il dit qu'il faut résoudre ça et que les méthodes qui ont été développées par les algébristes d'un peu avant, de son temps, ici de Viette, ne sont pas vraiment adaptées à ça. Il n'est pas question d'écrire... D'abord, il y a les résolutions par radicaux, par exemple. Ça ne fera pas le travail. Et donc, il explique qu'il a inventé une méthode, et il raconte la méthode dans 2 exemples que je vais écrire là, comme ça me permettra de les... Il raconte dans l'exemple de y3, je ne sais pas de mémoire, moins 2y moins 5 égale 0. Et puis une autre équation polynomiale qui est en dessous, là, y3 plus a de y moins x3 moins 2a3. Et donc ici, c'est trouver y, ou une valeur approchée de y, et dans ce cas-là, c'est exprimer y en fonction de x d'une manière ou d'une autre. Et il fait des diagrammes. Alors les diagrammes, ils sont dans la version latine, page 23-24, alors on vient en arrière. 25, 23, voilà, elles sont là. Et typiquement, la méthode que fait Newton, c'est de considérer que y, ici, va être proche de 2. Donc il écrit y égale 2 plus p. Et puis il développe ce que ça donne en fonction de p. Donc il a une autre équation, elle est là, il les écrit, je ne vais pas les recopier, là, vous me pardonnerez, qui sont là. Vous voyez que les notations carrées ne sont pas encore très traditionnelles, alors que pour les cubes, ils trouvent ça normal. Et puis il y a la somme, et une fois qu'il a ça, il en déduit il va vraiment négliger ces termes-là, et il prend p égale 1/10, et il néglige le premier terme. Et une fois qu'il a pris p égale 1/10, lui, ce qui l'intéresse, proche de 1/10, il redit que P s'écrit 1/10 plus Q, et il remet dans l'équation, dans la nouvelle équation pour P, 1/10 plus Q, et il obtient quelque chose qui est écrit ici, 0,061 plus 1123Q, etc. Et il dit que Q va être en gros moins 0,61 sur 1123, qui fait moins 0,54, et puis il recommence. Puis il s'arrête à peu près là. Donc ça, c'est la méthode de Newton, 1676. Et elle est assez différente, juste remarque historique, de la méthode de Newton qu'on enseigne aujourd'hui, qui consiste à dire que si on veut résoudre f de x égale 0, et il n'y a pas besoin d'hypothèse parce que c'est une méthode, il n'y a pas de théorème, et ben on considère la suite xn plus 1 égale xn moins
f de xn sur f' de xn, et puis éventuellement le dessin avec ce dessin-là, là, avec xn qui est là, la tangente, et puis ici xn plus 1. Que vous connaissez, ce dessin-là, je suis sûr que vous le connaissez par cœur. Donc, juste pour une remarque historique, histoire de ne pas avoir sorti ces textes juste pour rien, les différences entre ça, qui est essentiellement la combinaison de ce qu'on fait, j'ai oublié, il y a Raphson, et puis il y en a un troisième, je l'ai préparé, j'ai un trou de mémoire. Et Simpson. Donc il y a ces trois auteurs qui ont plus ou moins donné leur nom à la méthode avec des combinaisons. Et donc, ce qu'ont apporté Raphson et Simpson, et puis en fait également Fourier au XIXe siècle pour une écriture, c'est d'une part un procédé itératif sur la même fonction. Chez Newton, la fonction change à chaque étape. Donc l'idée qu'on va itérer quelque chose, et puis l'idée aussi que ce qu'il y a au dénominateur, c'est une dérivée. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est invisible chez Newton, alors que c'est quand même lui qui a inventé le calcul des fluxions dans le même bouquin. Enfin, ça c'est 1676, le calcul des fluxions c'est 1671, c'est un peu avant, et il raconte, paraît-il, déjà ça dans le calcul des fluxions, mais je ne suis pas allé voir. Donc il n'y a pas de dérivée. Dans la méthode de Newton, ça consisterait à dire qu'on écrit f de x plus p égale f de x plus p fois un certain truc f1 de x plus p carré, etc. Et puis c'est ce f1 qu'on sait être la dérivée par la formule de Taylor, mais chez Newton, c'est pas explicite. C'est assez marrant. Voilà, donc il y a cette présentation-là qui est différente, et à la fin, on a cette méthode. Alors, chez Newton, comme je vous l'ai dit, elle arrive dans deux exemples, cet exemple concret, et puis un exemple, enfin l'exemple très simple, numérique ici, et puis un exemple pas numérique, avec cette équation de deux variables. Et là, ce qu'il va faire, c'est la même chose, mais pour la seconde, qu'est-ce que je raconte? Je voudrais arriver à comprendre où est-ce qu'il est. Oui, c'est ça. Donc là, il considère, et là, je ne pense pas qu'on le voit directement à vue d'œil. Si, c'est ça. Imaginez que x est petit dans l'équation qui est en haut. Donc vous négligez tous les termes où il y a x fois quelque chose. Et il reste y3 moins 2a3 égale 0. Donc il est censé... C'est bizarre, c'est moins 2a3. Pardon? Ah, ben il y a A2Y, là. Ok, il est là. Et donc, il trouve que en fait, la valeur approchée, quand x égale 0, on a y égale a. Quand x égale 0, on a y égale a, c'est ça. Donc, il va écrire sous la forme y égale a plus p, et il fait la même chose. Et ce qu'il obtient manifestement, c'est au début, donc on a a plus quelque chose, ensuite le p, il s'écrit moins un quart de x plus quelque chose, le quelque chose, il s'écrit x2 sur 64a plus quelque chose, etc. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est que l'approximation, elle est en termes de... enfin, on voit apparaître des puissances de x. Et donc tout ça en deux pages d'une lettre de 1676. Donc ça, c'est pour Newton. Et je pense qu'on peut effacer l'écran encore. Non, peut-être je voudrais vous montrer une autre lettre. Donc si je veux faire glisser les mots du titre, donc la balade, j'ai dit que c'était parce que ça allait être un exposé qui se veut aimable. Newtonienne, vous avez vu pourquoi. Analyse, parce qu'il est question d'approximation. Et arithmétique, parce que malgré tout, on va quitter l'approximation des gens qui font aujourd'hui l'analyse et aller aux endroits où on fait de l'approximation dans des domaines qui sont beaucoup plus liés à l'arithmétique, ou j'aurais pu dire la géométrie aussi, mais je vais voir ça de façon arithmétique. Donc, peut-être qu'on va démarrer, là je vais éteindre ça. Donc les lettres de Newton, je les ai volées sur LibGen, donc je ne peux pas vous les... Je peux pas Non, il fallait rallumer justement.
Je ne peux pas formellement les... Parce qu'ils sont capricieux. Ouais, c'est ça, je vois. Mais je peux être capricieux aussi s'il faut. Vas-y. Ok, super. Ah, génial. Donc il va y avoir un point de vue plus arithmétique sur ces questions d'analyse. Et la différence entre l'analyse et l'algèbre, si on veut, c'est que dans l'algèbre, on ne peut écrire que des égalités, et dans l'analyse, on s'autorise à écrire des inégalités. Enfin, on s'autorise. On essaye d'étudier les problèmes où il y a des inégalités. C'est évidemment plus riche. Donc la définition, ce qui fait qu'on va faire de l'algèbre ou de l'arithmétique, c'est qu'on va se mettre dans un contexte général de corps commutatif, parce qu'on ne va pas insister, mais au même moment où la théorie émergeait aussi pour des corps non commutatifs. Donc on va prendre une définition, et la définition c'est la première page, c'est la première chose du livre, de l'article. Hein, elle est due à Kurczak en 1913. On va prendre un corps, et on va appeler F. Et qu'est-ce qu'on appelle une valeur absolue sur Et l'expression est déjà dans Kurczak. Il y a Bewertung, il y a valeur chez Kurczak. Et valeur, donc c'est une application de F. Alors, ouais. Pour le moment, je vais l'appeler M, la valeur absolue, parce que vers R+, mais on pourrait la noter M de X, mais ça serait naturel de noter valeur absolue de X. Et on met trois axiomes. J'en ai mis 3, il faut que je donne les notes. Moi. Donc on demande que M de 0 égale 0, M de 1 égale 1. On demande que M de x plus y soit plus petit que la somme des M. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. Et puis on demande que... et là, je l'ai mis avec une égalité qui serait la stabilité par produit. Et ces trois axiomes, ils sont parfaitement naturels dans le contexte des nombres réels ou complexes. Ils ne sont pas surprenants. Et le point de vue de Kurczak, c'était vraiment dès le début de dire que on peut faire de l'analyse dans ce contexte général-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais pas... peut-être qu'il faut donner des exemples pour commencer. Les exemples n'étaient pas vraiment dans l'article de Kurczak. Le but de Kurczak, c'était de dire ce que voulait dire que quelque chose converge dans ce contexte. Je vais même pas l'écrire, parce que vous imaginez ce qu'on va faire. Mais ce qu'on peut donner des exemples, c'est de corps avec des valeurs absolues qui ne soient pas R ou C avec la valeur absolue usuelle. Si on n'avait que ça ne serait pas très intéressant. Alors je vais vous donner un autre exemple, encore moins intéressant que R et C avec la valeur absolue usuelle. Si vous prenez la valeur absolue qu'on appelle triviale, vous dites que M de 0 c'est 0, là vous n'avez pas le choix, et vous dites que M de n'importe quoi d'autre c'est 1. La vérification des axiomes n'est pas un truc insurmontable. Et alors Jérôme sera d'accord que cette valeur absolue triviale est fondamentale, mais il est d'accord. Hein. Mais elle n'est pas dans Kurczak d'ailleurs à cet endroit-là. Il suppose souvent qu'elles sont non triviales. Je ne sais pas à quel moment on a accepté de l'avoir comme fondamentale. Vous verrez pourquoi plus tard elle est fondamentale. Elle est triviale, mais si on raisonne en termes de topologie, les points sont tous à distance 1, etc. Donc ça fait la topologie discrète. Là, pour le coup, c'est pas grandiose. Mais elle est centrale, cette valeur absolue triviale. Alors, une qui est apparue plus tard que... C'est pas l'ordre. Normalement, je devrais raconter celle de... Peut-être qu'on pourrait prendre les polynômes.
ou plutôt les fractions rationnelles, mais donc on prend, je vais prendre juste une variable pour simplifier. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez regarder l'ordre d'annulation, enfin, ou du pôle en 0. Et on va l'appeler V indice 0, ce truc. Donc V indice 0 de somme de n égale 0 à l'infini, enfin non, 0 à grand N de ANTN, c'est l'inf de l'ensemble des n tel que AN est 0, avec ce qui fait que l'évaluation du polynôme nul, c'est moins l'infini. C'est pas très grave. Et si vous regardez ce que vérifie ce truc-là, si vous regardez l'évaluation, ce que j'appelle l'évaluation en 0 de la somme de deux polynômes, bah vous avez tous les termes qui sont nuls avant l'évaluation de f et celle de g. Donc le premier terme non nul, il est au moins plus grand que le plus petit des deux. Et puis l'évaluation d'un produit, si vous avez un polynôme qui commence par t puissance n plus blablabla, puis un autre qui commence par t puissance m plus blablabla, le produit commence par t puissance n plus m plus blablabla. Donc l'évaluation d'un produit, là, c'est la somme des deux valuations. Et si vous regardez ça, c'est presque la même chose que ce qui est là-haut, sauf qu'il y a un plus, c'est-à-dire pour la somme, il y a une égalité qui change de sens, il y a un plus qui devient un inf, et là, c'est un peu mieux, sauf que c'est un fois qui devient plus. Donc, pour s'en sortir, on pose m0 de f exponentielle moins v0 de f. Et si on fait ça, ça c'est une valeur absolue. Alors, pas tout à fait sur... j'ai mis sur un corps, mais sur l'anneau K de t, au sens où il y a les mêmes inégalités. Et puis, quand vous avez une valeur absolue sur un anneau qui envoie rien sur 0 autre que chose que 0, vous pouvez la prolonger au corps des fractions en disant que la valeur absolue d'une fraction... Enfin, donc ici, vous pouvez dire que la valeur absolue de f sur g, la valuation de f sur g, c'est la différence. Et là, la valeur absolue d'un produit, enfin d'une fraction, c'est le quotient. Et ça vous fait une valeur absolue. Et cette valeur absolue, c'est exactement celle qui, chez Newton, je n'ai pas dit de... Non, je réviserai Bourbaki. Et comme ça fait exponentielle de moins l'infini, qui vaut 0, entre guillemets. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à Newton, à la convergence ici. Donc là, la convergence ici, ce qu'on récupère à chaque fois, c'est des termes qui, à chaque fois, ont un exposant de x de plus en plus grand. Et dans ce sens-là, ils sont de plus en plus petits. Donc, en ce sens-là. Alors, ce qui a été fait là pour les polynômes, ça peut être fait de manière plus générale. Et je ne vais peut-être pas le faire en détail, mais si vous prenez f, le corps des fractions, je vais directement le faire comme ça pour d'un anneau factoriel, un anneau dans lequel il y a une décomposition en facteur premier. Vous prenez un élément P, donc l'anneau factoriel, je vais l'appeler A. Vous prenez un élément irréductible. À ce moment-là, vous avez une valuation p-adique liée à cet élément irréductible, qui est valuation de P, c'est l'inf des n tel que P puissance n divise F dans A. Si
si f est dans A, et puis vous avez les mêmes, les mêmes relations. La valuation d'un produit, si P puissance n divise f et P puissance n divise g, et P puissance m divise g, alors P puissance n plus m va diviser fg. Et puis, à cause de l'unicité de la décomposition en facteur premier, si quelque... Tu peux pas mettre un sup à la place. Pardon? Un sup. Là, c'est un sup, c'est facile, ouais. Je suis pas en forme. Voilà, et puis, si P puissance n divise à la fois f et g, alors P puissance n divise f plus g. Et donc, parce que ça c'est un sup, c'est plus petit que l'inf de g. Et donc, de la même façon, on a une valuation. Et si on veut faire une valeur absolue, eh ben on pose mp de f égale exponentielle moins vp de f. Malgré tout, vous voyez que l'inégalité triangulaire dans ces deux exemples-là, elle a la forme... Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? J'ai bien écrit ce que je voulais. Non, je n'ai pas écrit le truc, c'est pour ça que... Elle dit que mp de f plus g est plus petit que le sup de mp de f et de mp de g. Et ça, c'est une égalité qui entraîne que ça est plus petit que la somme des deux. Mais c'est une égalité qui s'appelle... alors, elle a plein de noms, hein, mais on va l'appeler ultramétrique. Et elle s'appelle parfois non archimédienne. Je vais dire pourquoi dans une minute. Et je vais laisser un bout de... Je vais passer ça. Elle est... oui, elle est ultramétrique ou aussi non archimédienne. Parce que quand vous avez une inégalité comme ça, et que vous avez des éléments f1, fn dans A, et qui sont plus petits que epsilon, si vous faites si vous faites la suite de petits pas, alors la valeur absolue de la somme est toujours plus petit que epsilon par récurrence. Autrement dit, on est dans un monde où si vous faites une suite de petits pas, autant que vous voulez, vous êtes toujours allé pas bien loin. C'est à peu près le problème que l'humanité a réglé avec le réchauffement climatique. On nous fait faire des petits pas, mais ils ne suffiront pas. Voilà. Alors ils ont aussi, mais je ne vais pas insister dessus, cette inégalité non archimédienne, si on essaye de faire de la géométrie, disons, il y a des conséquences géométriques liées à l'inégalité triangulaire, mais que je ne vais peut-être pas dessiner, mais qui sont que, par exemple, dans une boule, n'importe quel point de la boule est un centre de la boule. Donc, voilà, et les triangles sont isocèles, etc. C'est un point de vue qui, je trouve, met plus de confusion qu'autre chose. Et les conséquences analytiques, elles vont arriver dans 2 minutes, quand je vais avoir expliqué ce qu'il faut faire pour faire des limites, c'est-à-dire me mettre dans un cadre où les limites se passent bien et où on est complet. Donc, est-ce que j'ai un truc à dire? Mais je vais le faire un peu plus tard. Je vais peut-être dire cette chose-là. Donc, si on récapitule, on a vu la définition d'une valeur absolue, on a vu des exemples des fractions rationnelles en une variable dans un corps. On a vu plus généralement le cas des corps des fractions d'un no factoriel, donc ça vous donne
des anneaux de fractions rationnelles, des cordes de fractions rationnelles en autant de variables que vous voulez. Mais ça vous donne aussi le cas de, si on veut faire de l'arithmétique, ça vous donne aussi le cas où f égale q, qui est le corps des fractions de, z. Et donc, ça signifie que sur q, qu'est-ce qu'on a comme valeur absolue à présent donnée par ce que j'ai raconté au tableau? Vous avez la valeur absolue usuelle, parce que q est contenu dans R, donc voilà. Vous avez la valeur absolue triviale, et puis vous avez les valeurs absolues p-adiques, si p est premier. Et le théorème important, en tout cas si on est un arithméticien, c'est que pour l'essentiel, il n'y en a pas d'autre. Les seuls. Alors, pourquoi ce sont également les seuls? En fait, il y a essentiellement, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans certains cas, la puissance d'une valeur absolue, c'est encore une valeur absolue. Donc, avec leur puissance. Avec leur puissance, alors pour être... donc, ça signifie que la valeur absolue archimédienne, celle qu'on connaît, on peut la mettre à un exposant alpha avec alpha compris entre 0 et 1. Et les valeurs absolues p-adiques, on peut les mettre à n'importe quel exposant strictement positif, et ça fait toujours une valeur absolue p-adique. Et la valeur absolue triviale, vous pouvez la mettre à n'importe quelle puissance aussi, mais ça fait toujours la même, alors on ne va pas le faire. Et donc là, vous les avez, et là, le théorème d'Ostrovsky, c'est qu'en fait, vous les avez toutes. Et puis la valeur absolue triviale, ça c'est la triviale. Et elles sont toutes là. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la triviale était centrale? C'est que il y a une magnifique formule du produit qui les unifie toutes. Vous prenez un entier, je vais le prendre pour un entier. Vous prenez un entier naturel, A, vous l'écrivez comme plus ou moins un produit de nombres premiers à la puissance np. Et ce que vous savez, c'est que produit dp puissance np égale valeur absolue de A, j'enlève le signe. Et maintenant, ici, c'est la valeur absolue archimédienne. Et p puissance np, ça sera exactement l'inverse de A pour la valeur absolue p-adique avec la bonne normalisation. Je n'ai pas dit ici ce que c'était. J'ai fait attention à ne pas, je pense, écrire autrement. Donc ça signifie que ici vous avez le choix. J'avais mis exponentielle de moins l'évaluation. Et en fait, vous avez le droit de mettre n'importe quel alpha, et vous prenez alpha qui est le log de P. C'est comme ça que vous avez une formule qui est bien. Et donc, cette formule-là, elle va dire que, et là, Z, le A, je le prends non nul, sinon, je n'ai pas de décomposition en facteur premier comme ça. Et à ce moment-là, quand vous faites passer ces termes-là, qui sont des inverses de valeur absolue p-adique de l'autre côté, vous obtenez le produit pour tout P des valeurs absolues p-adiques de A, multiplié par la valeur absolue archimédienne de A, égale 1. Et 1, comme A est non nul, c'est la valeur absolue triviale de A. Et là, vous avez une relation multiplicative entre les valeurs absolues, et donc elle s'étend au corps des fractions. Et donc c'est pour ça que cette valeur absolue-là, elle est fondamentale, elle est au cœur de ça. Et Jérôme vous fera un dessin, je pense. Ouais. Mais on peut le faire, hein, mais j'ai le droit de le faire, je pense. Je ne peux pas celui-là, je pense. Ok, je vais le faire. Donc, on met la valeur absolue centrale,
Et puis de L, on part, et puis on peut aller sur toutes les valeurs absolues archimédiennes jusqu'à... avec un chemin qui est de longueur 1. Et puis ici, vous pouvez aller... Ton chemin, il est paramétré par alpha. Là, mon chemin, il est paramétré par alpha, exactement. Et ici, c'est la valeur absolue triviale, qui est aussi la valeur absolue archimédienne puissance 0. Donc là, il est paramétré par alpha entre 0 et 1. Et puis, il y a plein de branches ici. Ici, il y a la valeur absolue p-adique, et puis... on va dire alpha, et puis alpha entre 0 et 1. Et ici, quand alpha égale infini, ça serait ce point-là, mais qui est plus tout à fait une valeur absolue. Quand vous faites tendre le alpha vers l'infini, dans le cas de la valeur absolue p-adique, vous obtenez plutôt une semi-valeur absolue, et qui est fait que pour certains... D'abord, elle vit plus sur le corps, mais elle vit au moins sur Z, et qui dit que les multiples de p, par exemple, ici, sont nuls là-dedans. Voilà. Et donc, vous avez plein de branches comme ça. Et donc, je vous avais promis que la valeur absolue triviale serait centrale. Et elle... OK. Bon, il y a un livre de maths que j'aime beaucoup qui dit que depuis les Grecs, qui dit mathématiques dit démonstration, mais vous me pardonnerez de ne pas suivre l'adage. Je veux faire de l'analyse quand même, hein, je vous ai promis de l'analyse. Donc pour faire de l'analyse, là pour le coup, vous savez, là aussi, c'est important d'avoir de la complétude pour que les limites existent. C'est le but du jeu. Donc, une fois que vous avez, disons, on va se mettre sur F, avec une valeur absolue, vous pouvez regarder si vous pouvez dire ce que c'est qu'une suite de Cauchy dans F. Bah, c'est pour tout epsilon. Donc, on va l'appeler AN la suite. Il existe grand N tel que si N et M sont plus grands que grand N, valeur absolue de AM moins AN est plus petit que epsilon. Et puis le epsilon, on va le prendre strictement positif. Et vous pouvez aussi dire ce que veut dire que AN converge. Ben, ça veut dire qu'il existe A dans F tel que pour tout epsilon strictement positif, il existe grand N tel que AN moins si N est plus grand que grand N, AN moins A est plus petit que epsilon. Et si vous lisez Cauchy 1831, c'est écrit dans le contexte des séries plutôt que dans le contexte des suites, mais c'est plus ou moins pareil. Et Cauchy vous dit il vous dit très très proprement dans l'introduction du livre, dans son cours, que ce que veut dire converger, il dit que ça veut dire ça. Et il dit un peu plus tard que pour qu'une série converge, pour qu'une suite converge, disons, il faut qu'elle vérifie ce critère-là, où il suffit, c'est pas très clair de toute façon. C'est très clair qu'il comprend ce qui se passe, mais ça ne peut pas être clair qu'il le démontre, puisque les nombres réels n'existent pas. En 1831, ils arrivent qu'en 1882 avec Dedekind, et on l'oublie avec Cantor. Donc Cantor et Dedekind, Cantor construit les nombres réels en utilisant la relation d'ordre. Non, Dedekind construit les nombres réels avec la relation d'ordre. Mais Cantor, dans son article sur les séries trigonométriques, lui les construit avec le principe de Cauchy, explicitement. Donc je vous suggère d'aller regarder cet article-là, c'est absolument incroyable. Il y a une définition de nombre réel. On appelle nombre réel une classe d'équivalence de suite de Cauchy de rationnel, modulo les suites qui tendent vers 0. Et là, il en prend en plusieurs pages, parce que c'est la première fois qu'il l'explique, mais dans un article un peu ultérieur, il y a une note de bas de page qui est, dans cet article, on appelle nombre réel, et c'est fini. Donc il y a les deux. Alors, aujourd'hui, ça fait des confusions. Pourquoi ? Parce que, et j'ai pas dit où était epsilon.
Et donc ça fait des confusions qui sont dramatiques, mais en fait on a tort de confuser nos étudiants, notamment nos agrégatifs, avec ce truc-là. Parce qu'il faut que epsilon soit réel, donc parce qu'on parle d'espace métrique. Dans l'espace métrique, la distance est la valeur réelle. Alors on a l'impression qu'on se mord la queue, qu'il faut... Enfin, mais il y a des gens très bien qui ont expliqué depuis longtemps qu'il y a un contexte de structure uniforme, disons, et puis sinon, Cantor ne s'embêtait pas avec ça, on a bien le droit de dire que alpha est rationnel dans cette histoire, et ça marche aussi bien, quoi. Donc on peut définir, on peut dire que f est complet. Alors c'est pas Cauchy qui a dit ça. Hein. F est complet si tout de suite de Cauchy converge. Et puis vous avez une construction du complété. F chapeau, en prenant les suites de Cauchy modulo les... Le point qui n'est pas trivial, non, c'est que je laisse ma brosse parfois à droite, parfois à gauche, c'est tout. Bon, allez, tant pis, on va... Le point qui n'est pas trivial, c'est que si... Bon, je vais écrire là, j'ai de la place. C'est que si f est un corps, ce qui est le cas, hein, parce qu'on a mis ça, c'est encore un corps. C'est un corps, et puis si vous regardez, si vous appelez A, disons A chapeau, qui est... comment dire, il a aussi une valeur absolue. Qui prolonge celle de f. Alors, si on part de rien, et que dans la définition de valeur absolue, il y avait des nombres réels qui étaient implicites, donc j'ai le droit aux nombres réels. Et le point, c'est que si AN est de Cauchy, bien, la suite des valeurs absolues aussi. Ça, c'est l'inégalité triangulaire dans l'autre sens, avec les signes moins que je ne vais pas écrire, parce que j'ai déjà assez mis trop de fois des signes moins et des inégalités dans le mauvais sens. Et donc, la classe vous dites que la valeur absolue de la classe de la suite AN, je ne sais pas comment on peut noter, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est la limite de la suite. Et c'est pas très compliqué de vérifier que tous les axiomes marchent, parce qu'ils sont tous hérités des axiomes pour les choses. Il y a une façon... je ne vais pas dire ça. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je vais sauter, je suis un peu perdu. Ouais. Alors, la généralité, la généralité de ce que je raconte, j'ai pris un corps avec une valeur absolue. J'aurais dû dire aussi là que f chapeau est complet. À ce point-là, à cet endroit-là, une fois qu'on a des corps complets, il y a une dichotomie. La question, c'est est-ce qu'il est archimédien, enfin, est-ce qu'il est non archimédien, est-ce qu'il est ultramétrique ou est-ce qu'il n'est pas ultramétrique? Et là, le monde se sépare en deux, quoi. Il n'y a pas grand monde du côté archimédien, donc les corps complets qui sont non ultramétriques, c'est quand même pourri comme terminologie, mais on va dire archimédien. En fait, il y en a deux, c'est R et C. Et puis c'est tout. C'est plus ou moins un théorème que vous avez déjà vu, peut-être, sur le théorème de Banach-Mazur, qui sur les algèbres de Banach qui sont des corps, c'est dans le même tonneau. Il y a des preuves très très jolies de ça, qui sont plus élémentaires que ce qu'on fait dans la preuve sur les algèbres de Banach. On peut faire ça sans théorème spectral, sans... les articles... Ostrovsky a une preuve très simple, et il y a une preuve de... Tannheim, c'est ça?
Il y a une preuve très jolie, je ne l'ai pas citée, je pense. Non, je ne l'ai pas citée. Il y a une preuve de Thornheim, je pense, où il fait la même chose, mais même avec des semi-normes, donc là, des trucs qui sont sous-multiplicatifs, et ça suffit encore à faire le résultat. Donc il y a R ou C et rien d'autre. Donc maintenant, ce qui fait que tout ce qu'il va faire maintenant, on va considérer que l'analyse réelle est complexe, elle est bien traitée par d'autres personnes, et donc on va s'intéresser au cas... juste le cas... Un point quand même pour ça. Hein. Si vous avez un corps... non, le cas non archimédien... Il va me falloir 3 séances de psy pour analyser la quantité de lapsus de l'exposé. Juste pour expliquer comment on démarre pour prouver un théorème comme ça, si vous avez un corps... si vous avez un corps quelconque avec une valeur absolue, il y a un critère pour savoir, et ça j'aurais peut-être dû le dire, pour savoir s'il est ultramétrique ou pas. S'il est ultramétrique, vous avez valeur absolue de 1 qui vaut 1, donc valeur absolue de 2 qui vaut 1 plus 1 est plus petit que 1, etc. Et donc toutes les valeurs absolues des entiers sont plus petites que 1. Inversement, si vous avez un corps dont toutes les valeurs absolues des entiers sont plus petites que 1, vous pouvez regarder valeur absolue de a plus b à la puissance n, avec un n très grand, c'est pour ça que j'ai mis des majuscules. Et donc c'est la valeur absolue de a plus b à la puissance n par la multiplicativité, c'est la somme des coefficients binomiaux nk, an-k, bk. Et c'est plus petit que, là j'écris l'inégalité triangulaire, je sais juste que ces nombres-là sont plus petits que 1, donc c'est plus petit que la somme des valeurs absolues de a, n-k, valeur absolue de b puissance k, puisque tous les entiers sont de valeur absolue plus petits que 1. Et ça, c'est plus petit que le sub de a et de b à la puissance n. Et, sauf qu'il y avait n termes, alors, et donc je mets fois n plus 1 d'ailleurs, parce qu'il y a n plus 1 termes entre 0 et n. Voilà. Et maintenant, si j'ai ça à la puissance grand N qui est plus petit que ça, à la puissance grand N fois n plus 1, quand je prends la racine énième de tout ça, ça me donne l'inégalité ultramétrique. Donc cette dichotomie, elle est là. Donc la seule question, c'est les entiers. Est-ce qu'ils sont de valeur absolue tous plus petits que 1 ou pas? Donc en caractéristique 0, ça va être, en caractéristique non nulle plutôt, ça va être automatique. Il n'y aura pas le choix. Et en caractéristique 0, si vous avez un corps, il va contenir Q. La valeur absolue sur Q, vous les connaissez. Donc si vous savez que les entiers sont tous de valeur absolue plus petit que 1, vous avez comme seule solution d'être la valeur absolue archimédienne sur Q. Et donc on sait déjà qu'on est de ce côté-là. Donc quand vous faites le compléter, vous avez... Oui, il y a un nom qui ne peut pas dire encore. Il y a un nom? Oui, non. Ah oui, non. Oui. C'est exactement pour ça que dans le texte, parce que quand j'écris un texte, je fais moins de lapsus. Enfin, promis, j'en fais moins qu'à l'oral. Et c'est pour ça que j'ai choisi ultramétrique systématiquement, pour ne pas avoir ce nom Donc, je ne sais plus où je disais, mais donc, ce qui fait que votre corps contient Q, et sur Q, la valeur absolue, c'est essentiellement la même. Donc quand vous complétez Q déjà, et donc le corps complet F chapeau, il contient R. Et c'est une R algèbre. Et donc, à ce moment-là, quand vous voulez démontrer ce théorème-là, vous démarrez dans un contexte de R algèbre, qui est un corps, et blablabla. Et donc, on a R qui traite. Donc, c'est comme ça qu'on peut démarrer. Et sinon, on est dans le monde ultramétrique, et les choses se passent comme ça. Alors... En fait, tu n'as pas fini une phrase où tu voulais dire que si les entiers ont une valeur absolue plus petite que 1, oui. Sur Q, tu obtiens une valeur absolue qui doit être péadique. Oui. Non. Ou triviale. Oui. Non. En caractéristique. Non, j'ai dit si ma valeur absolue n'est pas ultramétrique, j'ai fait un contraposé de ça, je crois. Tu as commencé avec l'hypothèse que tous les entiers ont une valeur absolue plus petite que 1. Oui. Dans ce cas-là, tu veux dire quelque chose aussi. Dans ce cas-là, je dis que la valeur absolue est ultramétrique. Oui, et quand tu la resteras à Q,
c'est l'une de celles qu'on a vues. Éventuellement, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, oui, Donc, Regardez le corps archimédien. non, j'étais en train de comprendre les corps archimédiens. Donc si j'ai un corps archimédien, ça veut dire qu'il a des entiers dont la valeur absolue est plus grande que 1, et donc je suis forcément sur la branche là-haut. Il y a une contraposée que vous êtes assis, c'est plus facile quand on est assis de comprendre les contraposés que debout. Hein. Je regarde, j'ai un quart d'heure et je vais faire quoi? Ouais, je vais essayer de décrire. Je veux juste faire un peu plus d'arithmétique parce que les nombres p-adiques, j'ai entendu des gens discuter au début, certains disaient qu'ils n'étaient pas très familiers avec les nombres p-adiques, et là je ne les ai pas rendus très familiers parce qu'en fait j'ai fait un truc super général et on ne sait pas où sont les nombres p-adiques encore. Alors on devine parce qu'il y a eu le mot p-adique quelque part, hein, mais les nombres p-adiques, ils vont arriver quand on prend Q chapeau avec la valeur absolue p-adique. Et on les appelle QP. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont introduits en général. Et ce n'est pas comme ça que Hensel les a introduits. Il y avait, au début du XXe siècle, une analogie, enfin, il y a toujours, mais elle était très claire chez des mathématiciens. C'est allé jusqu'à Weil qui... Roquette m'a dit par mail que Weil le discutait dans son livre sur les surfaces de Riemann. Il y avait vraiment une analogie entre la géométrie d'une surface de Riemann, mais que les mathématiciens voient comme des courbes, une courbe complexe, hein, mais ça, et où les points, et la géométrie, enfin, et l'arithmétique, si vous voulez. Il y a d'un côté les points de la surface de Riemann, ils correspondent au nombre premier P, c'est pour ça qu'on les appelle P comme point, et les valeurs absolues correspondent aux ordres d'annulation ou exponentielles de moins l'annulation. Et ce qu'a fait Hensel dans une série de travaux entre 1899 et 1910 à peu près, ça arrive par petites touches, c'est de dire que de même qu'on peut développer une fonction algébrique en série de puissances de petit x, au moins de proche en proche, quoi, ça on sait faire depuis Newton, au moins, eh bien on peut s'amuser à développer un nombre quelconque en puissance de p. Et de même que dans le cas des séries, on peut écrire des séries qui vont jusqu'à l'infini, c'est le principe d'une série, et ben Hensel dit pourquoi je n'irais pas écrire des développements en base P qui vont aussi loin qu'on veut. Et c'est comme ça que sont arrivés les nombres p-adiques. Mais donc je vais les faire arriver comme ça, mais j'ai pris le sujet par l'autre côté, donc, et donc on va faire un tout petit peu d'arithmétique. Donc on prend f avec une valeur absolue ultramétrique. Et je vais appeler A l'ensemble des éléments de f, tel que la valeur absolue de A est plus petit que 1. Donc là, j'ai mis la valeur absolue ultramétrique, parce que si on était parti de R, on aurait pris l'intervalle moins 1, qui n'a aucune propriété algébrique. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais pas autant qu'on veut. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, c'est un sous-anneau. C'est un sous-anneau de f parce que vous avez la stabilité par produit si A et B sont plus petits que 1, et la valeur absolue de A plus B est plus petit que 1, et puis pour 0 et 1, etc. Donc c'est un sous-anneau, et puis qu'est-ce que je veux dire? Bon, il y a un cas... Oui, je veux l'inverse, mais le truc, c'est... je vais d'abord regarder ce que c'est que M, qui est l'ensemble des A, disons, dans A, tel que valeur absolue de A est strictement plus petit que 1. Ça, c'est ce qu'on appelle un idéal. Ça signifie que c'est stable par addition, ça contient 0, c'est un sous-groupe, et puis c'est stable par multiplication par n'importe quel élément de l'anneau. Et ça, c'est pourquoi? Parce que si vous avez A qui est de valeur absolue strictement plus petit que 1 et B qui est de valeur absolue inférieure ou égale à 1,
le produit qui est toujours égal à la valeur absolue de B, il y a une égalité stricte, une égalité large, c'est l'égalité stricte qui gagne. Donc c'est un idéal. Et il a même comme propriété que si vous avez un élément A de A, enfin, les éléments inversibles de A croix, c'est exactement les éléments de A qui sont de valeur absolue, dont l'inverse, donc ils sont non nuls, et puis dont l'inverse vérifie l'inégalité valeur absolue de A plus petit que 1. Et comme l'inverse, il a comme valeur absolue 1 sur valeur absolue de A, et ça veut dire que la valeur absolue de A vaut 1, parce que sinon... Donc A étoile, c'est exactement l'ensemble des A tel que valeur absolue de A égale 1, et donc c'est donc A privé de M. Et quand vous avez quelque chose comme ça entraîne que M est un idéal maximal de... Non, c'est... Si. Non, c'est... que M est un idéal maximal de A et que même c'est le seul. Autrement dit, n'importe quel idéal de A, sauf A, est contenu dans M. Et là, l'autre façon algébrique de voir ça, c'est de regarder l'anneau quotient A mod M, et je vais l'appeler petit k, et c'est un corps. Donc si on fait ça... Voilà. Alors maintenant, le temps passe. On va regarder ça. Ouais. Ouais. Vous pouvez regarder. Vous vous rappelez au début. Je vous ai introduit les valeurs absolues p-adiques pour un élément irréductible quelconque d'un anneau factoriel, comme est donné par exponentielle de moins une valuation, qui était la valuation, c'était l'exposant. Donc si la valeur absolue, c'est exponentielle de moins la valuation, c'est que la valuation, c'est moins log de la valeur absolue. Sauf que là, je n'ai pas de valuation. Enfin, ici, j'ai une valuation, mais là, a priori, j'en ai pas. Donc ça fait un sens de regarder quelle est l'application de f privé de 0 dans R qui envoie un élément petit a sur moins log de A. Et comme la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, que le log d'un produit, c'est la somme des logs, ça c'est un morphisme de groupe. Donc en particulier, gamma, qui est son image, ça c'est un sous-groupe de R. Et les sous-groupes de R, ça peut être très compliqué, mais là encore, il y a une dichotomie entre très très simple et ça dit que la valeur absolue est triviale. Il y a le cas simple qui est que gamma est isomorphe à Z, et puis sinon, il y a gamma est dense. Et c'est ça. Donc là, je n'ai pas envie d'écrire ce qui se passe, mais ici, il se passe quelque chose de très simple, parce que on va dire que... alors là, la terminologie est affreuse, mais on va dire que la valeur absolue est discrète si gamma est isomorphe à Z. C'est vraiment affreux parce que le corps, il y a un mot discret qui arrive dans le vocabulaire topologie, et le corps, il n'a pas la topologie discrète. Donc c'est la valeur absolue qui est discrète. Parfois, on dit la valuation est discrète, mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi il y avait une valuation. Mais si gamma est isomorphe à Z, dans ce cas-là, ça veut aussi dire que M est principal. Et donc, M, c'est exactement
l'idéal engendré par un élément petit p. Et dans ce cas-là, gamma, c'est engendré par moins log de valeur absolue de p. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et en plus, du point de vue de l'anneau, l'anneau, son idéal maximal est principal. Mais ça va entraîner très vite que en fait, les seuls idéaux de l'anneau, c'est l'idéal nul, et puis les puissances de l'idéal principal, ou les puissances de petit p. Donc on est même dans le cas où l'anneau est principal. Et dans les autres cas, donc là c'est A est principal. Ici, si la valeur absolue est triviale, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça dit qu'en fait A est un corps. Et là, A est principal, mais non un corps. Et ici, l'anneau A est franchement compliqué. C'est-à-dire que c'est un cas où l'anneau n'est pas neutérien. Ce qui me permet de glisser de la publicité pour l'exposition émi-neutaire à l'IHP. Si vous passez par là, il faut aller voir cette exposition. Émi-neutaire est mathématicienne fantastique, et ceux qui comprennent la physique savent aussi que c'est une physicienne fantastique. Voilà, donc ça c'est ça. Et bon, je vais terminer là, je reprends mes esprits, je pense qu'il est temps de conclure, donc je vais juste dire ça. Oui, mais... Donc je vais juste terminer pour dire ce qui se passe quand... Pour faire de l'analyse, il y a une propriété qui est parfois très utile, qui est la locale compacité de l'espace. Et donc, on va regarder ce qui se passe. D'accord. Alors là, je m'étais fatigué pour que l'énoncé marche. Donc vous supposez que la valeur absolue est ultramétrique et non triviale. Et donc il y a équivalence entre le fait que la topologie de F est localement compacte l'anneau A est compact. Pour la topologie de F. Hein. Et la dernière chose, c'est que la topologie de F, enfin F est la topologie de est complète, l'évaluation est discrète. Et le corps K, qui s'appelle le corps résiduel, A sur M, est fini. Donc ces trucs-là sont équivalents. Et il faut mettre non trivial pour des raisons idiotes, parce que dans le cas non trivial, la topologie de F est discrète, mais donc elle est localement compacte, mais le A c'est F, donc A est en général pas discret, en général pas compact, enfin, donc c'est affreux. Et puis voilà. Alors, dans le cas, si c'est le cas, donc si elles sont vérifiées, en fait, A est homéomorphe à un ensemble de Cantor. On pourrait dire l'ensemble de Cantor. Et puis, grand F, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire. Donc, il y a une partie de ça qui n'est pas si compliquée à comprendre. Je vais prendre dans grand A, je vais prendre des représentants du corps résiduel. Donc ça veut dire que c'est des éléments qui sont, dont les images dans A mod M sont 2 à 2 distinctes.
Maintenant, chaque fois que j'ai un élément petit a dans R, je peux regarder la boule de centre A et de rayon 1, et je prends la boule, entre guillemets, ouverte, avec une inégalité stricte. Je dis entre guillemets ouverte, parce que je vous ai, dans les choses qui viennent de l'ultramétricité, elles sont toutes ouvertes, en fait, mais là, j'enlève le bord. Donc ces boules-là, elles sont disjointes, 2 à 2, parce que si valeur absolue de A, si vous avez un point x tel que valeur absolue de x moins a est strictement plus petit que 1, et valeur absolue de x moins b est strictement plus petit que 1, ça veut dire par inégalité ultramétrique que valeur absolue de a moins b est strictement plus petit que 1, mais ça veut dire que a et b, que a moins b est dans M, et donc ça veut dire que a et b ont même image dans... Et comme j'ai pris des représentants. Donc elles sont disjointes. Et évidemment, A les recouvre. Parce que si vous prenez un élément de petit a, il a une image dans A sur M, qui correspond à un représentant, et par définition, la valeur absolue de A moins ce représentant est strictement plus petit que 1. Donc elles sont disjointes et elles recouvrent. Donc si la topologie de A est compacte, par exemple, vous avez un recouvrement ouvert, vous pouvez en extraire un sous-recouvrement fini, et le sous-recouvrement fini, ça vous force A mod M à être fini, par exemple. Donc ça, c'est une partie qu'on voit. Qu'est-ce que je... Pour la... Voilà, et puis il y a des variantes de compacité qui vous disent que si vous pouvez obtenir pareil, que l'évaluation est discrète, mais je sais plus ce que j'ai écrit et je vais pas le relire un instant. Donc, en tout cas, c'est juste pour montrer comment arrivent les hypothèses. Et comment on voit que, dans le cas compact, que A mod M que A est un ensemble de cantors, c'est que vous pouvez écrire, vous avez ces représentants, donc vous pouvez écrire A, vous pouvez l'écrire comme A0 plus A moins 0, ce A0 il est dans R. Valeur absolue de A moins 0 est strictement plus petit que 1, mais donc il s'écrit P, où P c'est le générateur, parce que ça fois un élément B1, disons. Et B1 est forcément plus petit que 1. Donc là, vous l'écrivez donc A0 plus PB1. Et B1, vous l'écrivez A1 plus PB2. Et donc, à la fin, vous obtenez comme ça A0 plus PA1 plus P puissance NBN, avec BN dans A. Et la suite P puissance NBN tend vers 0, puisque valeur absolue de P est strictement plus petit que 1, valeur absolue de BN, et ça. Et donc, ça vous écrit A comme la somme pour n égale 0 à l'infini de AN, de P puissance N à N. Voilà. Alors, j'ai écrit la somme, c'est là où j'ai pas dit ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que cette série... Enfin, la série, elle converge parce que le terme, à chaque fois, ces trucs-là tendent vers 0. Mais sinon, on peut voir directement le critère de Cauchy ici, c'est important. Vous avez une série de termes généraux qui tend vers 0. Et donc... voilà. Bon, vous avez rigolé, donc c'est que vous avez compris. Donc, elle converge parce que l'inégalité ultramétrique dit que le critère de Cauchy, la somme des termes entre petit m et petit n, est plus petite que le sub des termes. Et donc, petit. Okay. Voilà. Et donc, l'ensemble de Cantor, vous l'avez là. C'est-à-dire que vous avez une application de grand A vers le produit pour n égale 0 à l'infini de A sur M, disons, qui envoie petit a sur la suite des AN. Et maintenant, il y a un peu de boulot, mais qui ne mérite pas qu'on le fasse au tableau maintenant. Enfin, vous n'avez pas mérité ça, quoi. Qui consiste à prouver que c'est un homéomorphisme. Et à droite, vous avez un produit infini d'ensemble discret. A sur M, c'est un corps, donc il a au moins 2 éléments. Donc ce n'est pas un produit d'ensemble, ce n'est pas un produit de singleton. Et donc c'est ça un ensemble de Cantor. Okay. Ce n'est pas le Cantor triadique, il faudrait un produit de 3, mais enfin, si, voilà, ils sont tous homéomorphes de toute façon.
Bon, je pense que j'ai déjà trop dit pour ce matin. Merci. Merci Antoine. Exposé, magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Cet homéomorphisme, ça veut dire notamment que A peut pas être plus gros que la puissance du continu. Mais comment dire C'est quelque chose qui est évident a priori ou... C'est valable pour tous les compacts. non, justement. Hein non, il y a des. Vous pouvez dire si vous prenez un. Si, oui, si, attendez. Si vous avez un compact maîtrisable, voilà, ça, il est maîtrisable, hein, donc voilà, c'est ça. Donc, c'est la métrique qui fait ça. Pardon? Oui. D'autres questions? On va bien peut-être pour les exposés futurs. Je propose qu'on remercie une deuxième fois l'orateur.